de l'environnement a un savoir et une pratique. De même que Christian Huguelot, qui lui a également une pratique juridique. Et au-delà de l'environnement et au-delà des questions que pose COP21, et notamment les conséquences et les effets de COP21 sur notre vie quotidienne, sur la vie économique, sociale, évidemment culturelle. Au-delà, Corinne Lepage et Christian Huguelot ont présenté à l'ONU les nouveaux droits de l'humanité. Et il y a un lien évident entre ce que défend Corinne Lepage depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire la valeur de la nature, la valeur d'un comportement responsable de développement durable, et les nouveaux droits de l'humanité. Et c'est ce soir, donc, que Corinne Lepage, Christian Huguelot vont nous dire, nous exposer. Je tiens à les remercier l'un et l'autre d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes de qualité. Je le dis pour vous, bien sûr. Et nous avons eu, et alors c'est assez bizarre parce que nous avons eu un dîner le 13 novembre, voyez-vous, au Sénat, et pendant ce dîner, il y a eu un tweet qui a fait que nous sommes partis un peu précipitamment dans les rues de Paris. Ce soir, nous ne partirons pas précipitamment et nous aurons la joie de vous écouter. Merci. Et je pense que ça va être le sens de son intervention, l'impact juridique de la COP21. Que signifie la COP21 sous l'aspect juridique? Christian, tu as la parole. Merci. Voilà. Oui. Après. Bien. Bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir. Alors, mon travail, c'est effectivement de vous passionner pour la COP21 et pour ses retombées. C'est important. Il n'y a pas que l'accord juridique lui-même, il y a tout ce que ça a entraîné. Et ça, c'est important. Mais je dirais comme un tout petit mot sur Corinne et sur moi d'abord, pour que les choses soient très claires. Nous sommes mariés depuis très longtemps, nous sommes associés et nous avons fait tous les grands procès d'environnement ensemble. Que ce soit la Moco Cadiz aux États-Unis, que ce soit l'ERICA. Dans la Moco, je dirigeais un peu plus, Corinne était derrière, et dans l'ERICA, c'est Corinne qui avait la direction du procès. Comme ça, les questions d'égalité, de féminisme et tout ça, ça a bien marché. Ce sont des choses simples, n'est-ce pas? Alors moi, je suis plutôt un procédurier, je suis plutôt quelqu'un qui est spécialiste de la procédure, du droit public, la Corinne aussi. On a chacun fait notre thèse, mais elle a été mordue par la politique parce que pendant un certain temps, on a fait les discours des hommes politiques sur l'environnement dans les années 80-90. Alors on faisait, on peut dire Fabius, on faisait Raymond Barre, on faisait Chirac aussi en même temps. Mais on n'a jamais été aux extrêmes. Et on faisait le programme, et ce qui avait de très drôle, c'est qu'on écrivait à peu près la même chose, mais personne ne s'en rendait compte. Enfin, voilà les choses telles qu'elles sont. Alors, Corinne ne vous le dira pas, enfin, elle exerçait des fonctions ministérielles de 95 à 97. Elle a un engagement politique auprès de la société civile. Vous pourrez lui poser des questions d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes actuellement. Il y a la primaire des Français, enfin, c'est une chose qui est tout à fait passionnante. Elle a été députée européenne, élue locale. Et moi, je suis resté dans le droit, j'enseigne, j'ai enseigné, j'ai fait des ouvrages, etc. Mais des métiers très complémentaires. Alors, sur l'affaire de la COP21, qu'est-ce qu'il faut dire de façon simple? C'est que c'est une gageure absolue. Vous ne pouvez pas réunir 185 États pour les mettre d'accord. Tout ça est dans la Convention de 1992, la Convention pour le climat, qui est une convention onusienne, c'est-à-dire un système dans lequel tout le monde doit être d'accord. C'est l'unanimité. C'est impossible. Et c'est d'autant plus impossible qu'il y a une deuxième règle qui est dans l'article 2, qui dispose que chacun est responsable solidairement, mais de façon différenciée. Donc on a déjà introduit, dans le traité, une forme d'inégalité.
Cette inégalité, pour aller très vite, a disparu en France, a disparu à la cession du Bourget. Parce que quand on regarde le traité lui-même, il n'y a pas que des États très riches qui doivent payer les États plus pauvres, qui sont en développement. Il y a le mécanisme de solidarité qui joue dans les deux cas. Et chacun a des obligations. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important qu'on n'a pas dit. Alors pourquoi il y a eu un miracle au Bourget? Parce que tout se passait mal avant. Tout s'est passé mal avant. C'est-à-dire que, en fait, on a entraîné des diplomates à négocier sur la base de leur mandat de chaque État pendant des années, que ce soit à Cancun, que ce soit à Copenhague, etc. Et chacun défendait sa position. Et quand ça ne marchait pas à Copenhague, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir les hommes d'État pour essayer de sauver les meubles. Mais ça n'a pas marché. Et ce qui est intelligent dans l'organisation du Bourget, c'était de faire venir les chefs d'État, les faire parler en public sur leur organisation, de telle sorte qu'ils entraînent la diplomatie. Et c'est ça qui explique qu'il y a quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quoi? C'est un projet d'accord. Ce n'est pas une convention internationale, c'est un projet dit d'accord de Paris. Le texte est divisé en deux parties, il y a une constatation, puis il y a un projet d'accord. Le projet d'accord, si vous avez vu particulièrement dans les journaux ces derniers temps, effectivement, le 22 avril, 150 États, le président de la République était là, il a emmené Corinne d'ailleurs dans son avion, elle vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Il y a eu 150 États qui ont déposé des signatures. Et donc, on est déjà rentré dans les conditions posées par l'article 21 du traité, c'est-à-dire le traité ne pourra entrer en vigueur, il deviendra traité quand il y aura 55 États qui représentent 55% de la pollution. Il faut que les gros s'engagent. Et toute la difficulté venait du fait que vous aviez, au moment de Copenhague, un blocage Chine et États-Unis. Et là, il y a un déblocage Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est 27% à peu près. La Chine, c'est 14%. Ça fait déjà un énorme paquet, à proprement parler. Et tout l'accord de Paris a été bâti parce que, sur la politique, notamment pour les États-Unis, en particulier, parce qu'on appelle ça un agrément à proprement parler, on n'a pas mis de chiffres dans l'accord de Paris, de chiffres financiers. Il n'y en a pas, pratiquement, pour une raison très simple. C'est que le président des États-Unis peut ratifier tout seul, enfin faire ce qu'on appelle un agrément. Il peut accepter l'agrément, mais si c'est un traité, ça passe au Sénat. De toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer s'il y a un changement de majorité. Donc on aura un traité qui aura été signé, mais qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Le gros aléa, c'est le Brésil, la Chine, les grands pays, etc. Et là, personne n'est... Comment dire? Personne n'a la divination sur ce sujet-là. On peut dire quand même que c'est bien parti. C'est bien parti, qu'il y a quand même 150 États sur 185 qui ont signé. 175. Ah, 160, le dernier chiffre est présent. Donc c'est quand même considérable. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer à partir de tout ça? Parce que, en fait, en réalité, il y a un grand décalage entre ce que disent les scientifiques et ce que prévoit le traité. La difficulté est la suivante, vous savez, dans le traité, on a dit entre 2 et même 1,5 à proprement parler, ce sont les États dits du Pacifique qui ont exigé ça. Pratiquement, vu la programmation qui a été adoptée par l'accord de Paris, qui entrera en vigueur, si tout va bien, dans les 2020, on n'aura que 30 ans pour réduire. Et ça, c'est une difficulté considérable. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un saut en 30 ans de réduction des gaz à effet de serre, environ à presque 50% de réduction, si j'ai bonne mémoire. J'ai les chiffres ici. Donc on va avoir une difficulté de réalité de la Convention. Alors la réalité de la Convention, pour ne vexer personne, chaque État va devoir apporter son écho, enfin disons, son compte rendu de sa situation. J'ai diminué de tant de choses, ce sera donné au secrétariat, il y aura des moyens de vérification, il y aura des révisions périodiques. Voilà à peu près ce qu'est la COP 21 dans l'état actuel des choses. Il va y avoir une confirmation au Maroc, on vous en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais ce qui est passionnant dans le sujet, ce qui est très important, c'est tout ce que cela entraîne, et Corinne va en parler dans quelques instants, au point de vue économique et au point de vue changement des investissements. Il y a ces aspects-là des choses, et ce qu'on appelle aussi le droit mou, parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas un traité au sens droit international, d'ailleurs je fais une parenthèse, mais beaucoup de gens ont reproché à l'accord de Paris de dire « mais vous ne parlez pas de la mer, vous ne parlez pas des océans, vous ne parlez pas de l'atmosphère ». On ne peut pas juridiquement, parce que la COP 21 ne pouvait pas légiférer sur des traités déjà existants. Donc elle avait un champ d'application qui était très restreint. Il ne faut pas lui reprocher de ne pas avoir parlé des forêts, etc., etc. Certainement pas, elle ne pouvait pas faire autrement que d'organiser, si vous voulez, la programmation d'une réduction. Et la réduction,
c'est propre à chaque pays. On a notre loi sur la transition énergétique, qui est plein d'objectifs d'ailleurs, mais pour les moyens de le réaliser, on pourra en parler tout à l'heure. C'est un vrai problème, les objectifs sont bien programmés. Mais sur la réalisation, c'est autre chose. Donc chaque État a une obligation de faire quelque chose sur son domaine particulier. Alors, il y a des éléments rassurants, il y a des éléments inquiétants. Sur les éléments rassurants, ce qu'on peut voir dans l'état actuel des choses, c'est que malgré tout, vous avez, de façon cachée, mais les gens ne le savent pas vraiment, sur les 185 États, il y en a 143 qui ont quand même du droit constitutionnel à l'environnement dans leur constitution. C'est-à-dire que ça oblige les gouvernants à faire quelque chose. Et nous avons une charte de l'environnement qui est appliquée par le Conseil constitutionnel, qui ne s'est pas beaucoup prononcé sur les questions climatiques jusqu'à présent, mais on peut espérer que M. Fabius, ayant négocié effectivement les conventions, soit très attaché aux questions d'environnement. Ça, on peut effectivement y penser. Mais on a plein de trous dans notre droit interne. Vous avez dans le Code de l'environnement un article 229.1 qui vous dispose à peu près la chose suivante: le réchauffement climatique est une priorité nationale. Alors, juridiquement, c'est une programmation, mais ça ne veut rien dire au point de vue juridique. Donc il faudrait déjà changer le Code de l'environnement. Il n'y a pas de droit dur, si vous voulez, qui applique ce sujet-là. Donc, pratiquement, il y a un immense effort à faire pour rendre concret et direct ce sujet-là. Alors, quand j'ai parlé de droit mou aussi, ce qui a été derrière pratiquement la discussion, c'est de retrouver le sens des choses, c'est-à-dire la signification. Pourquoi on fait cet effort-là, dans quelles conditions? J'ai ici la fin du discours du président de la République. Il disait en réalité aux négociateurs, il disait à Bourget, en définitive, si vous arrivez à faire ça, vous allez maintenir l'homme dans la dignité, parce que c'est ça le problème. Le vrai sujet, c'est l'inégalité qui va se produire suivant le réchauffement climatique, suivant les moyens employés. Vous avez touché comment dirais-je, le fond du sujet, c'est maintenir la dignité humaine qui est dans la Convention de 48, dans la déclaration de 1948. Et deuxièmement aussi, vous devez être attentif à créer des devoirs pour l'homme. Et donc, pratiquement, c'est ce que j'appelle le droit mou, et c'est ce à quoi Corinne s'est attachée sur demande du président de la République. Elle va nous en dire un peu plus, puis elle parlera peut-être aussi de la partie économique et sociale, là, si j'ose ainsi m'exprimer. Ben, il y a quand même quelque chose à dire rapidement, c'est qu'il se produit beaucoup de procès, ça je pourrais vous en parler, procès Volkswagen, procès dans les différents États, dans lesquels soit pratiquement les gens qui ont des comportements, les grandes entreprises qui ont des comportements anti-politique climatique sont stigmatisés dans tous les pays. Volkswagen est en train de passer un accord de plusieurs milliards de dollars actuellement pour se débarrasser des plaintes aux États-Unis. Vous avez aussi des procès positifs faits par des citoyens qui demandent aux États d'en faire plus. Il y a une décision de justice du 17 juin en Hollande, ce qu'il appelle l'affaire Urgenda, c'est une association qui a réussi à obtenir du gouvernement une augmentation de la diminution des gaz à effet de serre. Ce qui ne s'imagine pas en France, en raison de la séparation des pouvoirs. On ne peut pas faire ça en France. Il y a une association qui essaie de le faire, mais ça ne marchera pas. Vous avez aussi au Pakistan, il y a la Cour suprême a rendu une décision très intéressante pour un agriculteur dont les terres devaient être inondées. Et le juge suprême, enfin de la Cour de cassation de l'endroit, a dit, mais c'est comme il n'y a aucune politique, comme les politiques qui ne s'en occupent pas, eh bien, moi je décide de nommer une commission, et vous allez vous débrouiller pour me faire une politique. C'est assez curieux, parce qu'on n'imagine pas ça du tout en France, c'est pas conforme à nos mécanismes. Mais on voit très bien qu'il y a à la disposition de la société civile, des associations, il y a des initiatives considérables des grandes villes. Corinne vous parlera de la réunion de Paris, des 10 000 maires à Paris au mois de décembre. Il y a une mobilisation par en dessous, et des entreprises aussi, sur différentes procédures qu'on appelle des procédures de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, de telle sorte que les juristes, j'ai un article ici, considèrent maintenant que grâce aux entreprises, grâce à un certain nombre de mouvements associatifs, on va avoir, à côté du droit national, à côté du droit international, un droit transnational, c'est-à-dire transposable dans chacun des États. Et là, c'est aussi une révolution juridique, parce que c'est du droit mou à proprement parler, c'est pas encore du droit dur. Le vœu, ce serait que, effectivement, les États sanctionnent, et dans l'état actuel des choses, il y a toute une organisation qui se fait sur ces politiques-là, et qui ne sont pas des politiques de 20 mots. J'ai dans mes dossiers
des décisions de justice qui ont été rendues au profit d'associations qui ont dénoncé dans les politiques RSE les tricheries. Donc quand une entreprise annonce quelque chose et qu'elle ne le fait pas, il y a une responsabilité civile possible. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est tout ce qui a été entraîné par la COP21, parce que c'est un succès diplomatique, de façon incontestable. Ce sera long. Je terminerai sur une phrase de Lyautey que j'ai vue tout à l'heure qui était excellente. Lyautey, on lui disait, mais monsieur, vous plantez des arbres, maréchal, vous plantez des arbres, mais ça poussera dans 25 ans. Il dit, c'est pas une raison pour tarder les planter tout de suite. Merci. Merci. Merci, Christian, de ce panorama du droit mou et du transnational. Corinne Lepage, maintenant, l'impact économique, culturel, politique, car le politique n'est jamais très loin. Vous avez la parole. Merci. Bien, merci de nous accueillir d'abord. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, non, dans les minutes, je vais donc essayer de vous parler un peu d'économie et un peu de la déclaration. Alors, il est vrai que, comme le disait Christian il y a un instant, beaucoup de choses très importantes ne sont pas en réalité dans la déclaration de Paris, dans la COP de Paris. Ce qui est très intéressant, c'est en fait la mise en mouvement sur le plan économique de la société internationale. Il faut bien comprendre d'abord que toutes ces questions ne sont pas des questions environnementales. Ce sont devenues des questions majeures de l'économie, de la sécurité internationale et de la géostratégie. Questions absolument majeures, centrales. Par les bouleversements que le changement climatique est susceptible d'induire, par les marchés qui se créent ou au contraire se détruisent du fait de ce changement, et par les nouvelles orientations en matière financière et d'investissement qui se mettent en place. Et donc, oui, bien sûr, on parle de l'impact sur la biodiversité ou de l'impact sur les espèces, mais l'essentiel n'est pas là. D'abord, je dirais qu'en tant qu'êtres humains, l'essentiel est sur l'avenir de l'espèce humaine elle-même, qui est en cause, à 8 degrés ou 7 degrés, manifestement en cause, même un peu à moins. Et elle est sur toute l'organisation économique et politique du monde tel que nous le connaissons. Alors, on peut être effectivement déçu qu'il n'y ait pas eu d'engagement contraignant, comme on s'y était engagé dans les accords de Paris. C'est lié tout simplement au fait que la société internationale n'est pas mûre pour cela. Pas plus qu'elle n'est mûre pour avoir une organisation mondiale de l'environnement comme il existe une organisation mondiale du commerce, ou qu'elle est mûre pour avoir un tribunal pénal international dans le domaine de la santé et de l'environnement. On n'y est pas. On n'y est pas. Par contre, le monde économique, le monde des collectivités locales, comme l'a rappelé Christian, le monde financier lui-même se mettent en mouvement. Alors, les avancées, à mon avis, les plus importantes, ce sont les collectivités territoriales. Il y a incontestablement, du côté des villes et du côté des régions, des changements très importants. J'ai eu l'honneur d'être invitée à la réunion qu'avait organisée Anne Hidalgo à Paris. C'était pas 10 000, c'était 1000 maires. C'est déjà pas mal. Des plus grandes villes du monde. J'étais assise entre le maire de Barcelone et celui de Madrid. Et c'était vraiment toutes les capitales mondiales qui étaient là, les très grandes villes. Et il y a des décisions qui ont été prises au niveau de toutes ces villes d'y aller, de foncer, de changer leur organisation, de changer leur mode de transport, de changer leur modalité énergétique, de changer le modèle agricultural, puisque maintenant on fait de plus en plus d'agriculture urbaine. Tout ça s'inscrit dans un changement général. Et puis vous avez la même chose au niveau des régions, avec ce qu'on appelle le R20, qui a été monté par Arnold Schwarzenegger quand il était gouverneur de la Californie, au moment de Copenhague, et qui aujourd'hui réunit toutes les régions qui sont engagées dans le monde en faveur du changement, pour lutter contre le changement climatique. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est incontestablement le volet économique. Nous assistons à des transformations extrêmement rapides
dans le domaine énergétique. Et c'est pour ça que la situation française est tellement catastrophique, calamiteuse par rapport à ce qui se passe ailleurs. En 2015, il faut savoir que 90% des investissements énergétiques faits dans le monde l'ont été sur le renouvelable. 90%. Que l'augmentation du photovoltaïque dans le monde est de 35% l'an depuis 3 ans. Donc vous avez des pays comme la Suède par exemple qui aujourd'hui tire à hauteur de 54 ou 55% son énergie du renouvelable. Donc c'est pas des cacahuètes, c'est pas 2%. Vous avez des pays comme le Costa Rica qui disent qu'ils seront autonomes énergétiquement dans les toutes prochaines années. Et donc il y a vraiment des transformations très importantes, y compris dans les pays pétroliers, pays du Golfe, qui commencent à investir massivement dans le post-pétrole. Oui, la Dubaï qui construit une centrale solaire à concentration extrêmement importante. Il y a le projet qui a été inauguré au Maroc dans le sud marocain, qui est une très grande centrale. Non, c'est pas Ouarzazate. Oui, non, c'est au Maroc. C'est au Maroc. C'est la centrale. La cité du cinéma. Ça me revient, enfin, peu importe. Une énorme centrale qui a été inaugurée il y a 3 mois. Donc, on a incontestablement une évolution économique avec ce qu'on appelle l'opération désinvestissement, c'est-à-dire l'abandon des investissements dans le charbon de la part des grands investisseurs et notamment des organismes bancaires qui progressivement, les banques, se retirent du financement des projets charbonniers. Alors on n'est pas encore au retrait du financement des produits des investissements dans le pétrole, mais ça viendra. Donc ça viendra, c'est la suite logique et je suis très intéressée de voir ce qui va se passer au Canada après ce qui vient de se passer dans l'Alberta. Sachant que l'Alberta est la zone de production des sables bitumineux et que la ville là, qui a brûlé massivement est une ville champignon, qui a été suscitée uniquement par l'exploitation des sables bitumineux et que très probablement, ce sera évidemment à voir, mais enfin, la violence de l'incendie est liée aux pratiques qui d'une part ont été celles d'utiliser l'eau de manière totalement massive et déraisonnable et d'autre part de déforester complètement, ce qui fait que sur des hectares et des hectares, le feu est parti, quoi. Rien ne pouvait l'arrêter. Donc on voit bien les conséquences que peuvent avoir ce type d'exploitation. Quoi qu'il en soit, on est dans des changements absolument majeurs, avec des passages à des systèmes d'énergie beaucoup plus décentralisés, qui lient les territoires et l'énergie, et avec des projets, notamment en Afrique, qui sont tout à fait intéressants. Voilà, donc c'est un nouveau modèle qui est incontestablement en train de se mettre en place. On est dans une transition, dans un passage. On ne sait pas le temps que ça va durer. On est engagé aussi dans une course contre la montre et je pense que beaucoup en ont maintenant pris conscience. Bon, il y a toujours des climato-sceptiques, enfin, ils sont quand même moins nombreux. Ah, il y en a toujours, même en France. Oui. Même en France. Et qui publie. Je pense à un en particulier qui refuse de dire qu'il est climato-sceptique, mais considère qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients au changement climatique. C'est une autre manière, peut-être plus habile, d'être climato-sceptique. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que je voulais dire, je parlais du Ferry, comme je voulais être clair dans mes propos, je le suis. Voilà, donc incontestablement les choses bougent. Alors, ça veut dire aussi, bien entendu, de nouveaux marchés d'un côté et puis des pertes de marché de l'autre. Ça c'est clair, il y a des perdants et il y a des gagnants, comme dans toute chose. Le but c'est évidemment d'être du bon côté, et ça veut dire savoir faire les investissements en temps et en heure. Et même s'il n'y a pas d'accord, d'engagement contraignant dans l'accord de Paris, s'il n'y a pas d'engagement sur la disparition
des énergies fossiles, s'il n'y a pas de prix de carbone, s'il n'y a pas tout ça, qui manque incontestablement, il n'empêche qu'il y a une direction qui est donnée. Je dirais que pour moi aujourd'hui, le problème majeur, c'est le prix du pétrole. C'est pas autre chose. Le prix du pétrole est beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Et il rend non rentable. Alors nous on est content parce que sur le plan de notre croissance, vous voulez que je m'arrête? Non, c'est très... Sur le plan de notre croissance, ça a des effets plutôt bénéfiques, ça c'est indéniable, mais il faut se rendre compte qu'on est en train de faire marche arrière sur énormément de projets, tout simplement parce qu'il n'y a plus de rentabilité à un certain nombre de projets avec un prix du baril auquel on est aujourd'hui. En particulier sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui vise en fait à réutiliser la matière première. C'est qu'aujourd'hui, comme il y a un alignement des prix entre le pétrole, le gaz et les matières premières, vous avez une matière première secondaire, ou réutilisée, ou recyclée, appelez-la comme vous voudrez, qui devient plus chère que la matière première originelle. Et donc, on est exactement dans le mouvement inverse de ce qu'on a initié, et on est en train de retourner à une économie linéaire et non plus circulaire parce que l'économie circulaire n'est plus rentable. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, de même qu'il y a un certain nombre de projets de renouvelables, même si, heureusement, le renouvelable a énormément baissé, le prix de revient du renouvelable, qui sont tangents, alors que si on avait un prix du baril convenable, il y aurait strictement aucun problème. Voilà, donc je pense qu'on a véritablement un souci avec cette affaire du baril, même s'il remonte un peu, puisqu'il est maintenant autour de 45-50 $, c'est mieux que 29, mais en fait, c'est pas assez. Voilà, alors, sans essayer de faire de liaison douteuse avec la déclaration, tous ces sujets renvoient en fait à une question qui est celle de notre responsabilité. Alors, quand je dis notre responsabilité, je veux dire par là la responsabilité de l'espèce humaine et au sein de l'espèce humaine d'une génération, la nôtre. C'est des choses assez simples. Enfin, la nôtre sur 50 ans, disons, de génération. Et donc, avec une réflexion sur, en termes de droit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment est-ce que cette réflexion sur l'idée d'une responsabilité collective et générationnelle s'insère dans un corpus qui ne connaît que les droits de l'homme, c'est-à-dire des droits individuels. Et là, on est dans des droits et des devoirs collectifs. D'où l'idée de passer à une déclaration des droits de l'humanité qui a précisément pour objet d'assurer ce passage de l'individuel au collectif. En définissant l'humanité comme une chaîne de génération, passé, présente et future, en déterminant des créanciers de droits, l'humanité dans son ensemble, et des débiteurs de droits, la génération qui peut agir. Et partant de là, de définir ce que sont ces droits et ce que sont les devoirs, avec toute une réflexion autour de l'interdépendance entre l'humain et la nature. L'humain et les autres espèces, ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, nous avons fait une distinction entre les deux, en tout cas, entre les espèces vivantes et la nature. C'est-à-dire que nous avons traité la question de D'abord, nous n'avons pas voulu donner de personnalité morale à la nature. C'est un choix. Comme nous n'avons pas donné de personnalité morale à l'humanité indépendamment des humains. C'est un choix. C'est un choix que nous assumons parce qu'il nous a semblé que comme il n'y avait pas d'entité, aujourd'hui personne morale, en capacité de représenter, c'était pas la peine de la créer. Et que comme nous avions envie que cette déclaration puisse voir le jour, c'était pas la peine de mettre les enchères à un niveau tel que de toute façon ça n'aurait pas marché. Donc nous ne sommes pas partis sur l'idée d'une personnalité morale de la nature, nous sommes partis sur l'idée de la reconnaissance de droit aux espèces vivantes de vivre dans un environnement sain et écologiquement durable, comme l'espèce humaine. Et nous sommes partis sur l'idée d'un patrimoine naturel qui a le droit d'être préservé et le devoir d'être transmis. Voilà. Donc on l'a géré comme ça. On l'a géré donc c'est une forme qui est ni totalement anthropomorphique, ni totalement, bien entendu,
écologique au sens de la deep écologie. Donc on est dans une solution qui est immédiate. Donc on a fait un texte qu'on va vous laisser, qui est assez simple. Hein. Voilà, ça tient en 4 pages, avec un préambule qui est le plus long. Ensuite, il y a 4 principes, 6 droits, 6 devoirs. C'est vraiment très simple. Et ça ne concerne pas que le climat. Parce que le climat est qu'une partie du sujet global. Donc, on a essayé de réfléchir sur la manière dont la question climat s'insérait dans une réflexion beaucoup plus globale. Alors, ce texte avait été distribué à la COP20 et parce que, en fait, on s'y est pris très tard. Quand je dis on, c'est pas tellement nous, mais c'est la France. C'est-à-dire que le président de la République m'a parlé du sujet en mars, j'ai reçu ma lettre de mission en juin. Ça a déjà mis 3 mois à la lettre pour faire la Faubourg Saint-Honoré à la Besançon, donc c'est assez long. Et nous, on a travaillé très vite, puisque notre copie était prête le 10 août. Parce que si le gouvernement français l'avait voulu, le 10 août, on pouvait encore l'insérer, c'était avant le 15 août, dans le système. Ils ne l'ont pas fait. Quai d'Orsay était totalement opposé. Oui, Quai d'Orsay, les affaires étrangères, ils sont totalement opposés. Donc quand j'ai présenté la copie au président Hollande au mois d'août, il m'a dit c'est très bien, mais Quai d'Orsay, comme vous aviez discuté avec eux, donc nous sommes allés discuter avec eux, il y a des choses sur lesquelles ils avaient raison, donc on les a écoutés, on a changé, puis sur le reste on les a envoyés au bain en disant bon, c'est pas notre point de vue. Et donc le rapport, parce qu'il y a ce document, il y a un rapport de 130 pages pour expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ce terme et puis pas un autre, pour faire la synthèse de tout ce qui existe déjà au niveau international en termes de droits de l'humanité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Même si ça n'existe pas, la déclaration, il y a beaucoup de textes dans lesquels on trouve déjà des choses, donc on a fait le recensement de tout. On a expliqué ce qu'on avait pris, on a expliqué ce qu'on n'avait pas pris et pourquoi on ne l'avait pas pris, mais qu'on pourrait dans l'avenir éventuellement le prendre. Donc ça fait 130 pages, ça a été publié, vous le trouverez si ça vous intéresse à la documentation française. Et donc le texte, ensuite le président m'a demandé d'essayer de porter la bonne parole auprès de la société civile, donc ce que nous avons fait jusqu'à la COP 21. Pendant la COP 21, il y a eu une grosse manifestation, notamment au CISE le 2 novembre, où j'ai fait intervenir 47 personnes d'horizons totalement différents, de toute nationalité. Il y avait des religieux, des philosophes, des historiens, des gens du monde économique, des ONG, des gens venus d'Amérique du Sud, d'Asie, de partout. Enfin, c'était vraiment bien. Puis 47 personnes, chacun a tenu ses 3 ou 4 minutes, c'était pas gagné. Bon. Enfin bref. Il y a eu le soutien de la Fédération mondiale du scoutisme, c'est quand même 40 millions de gosses dans le monde, plus 600 millions d'anciens scouts. C'est pas tout à fait neutre. C'est pas tout à fait neutre. Le soutien des villes, puisqu'il y a une motion qui a été votée. Ensuite, il y a des villes françaises qui s'y sont, enfin des villes, il y en a une ville française qui s'y est mise, qui a adopté la déclaration, c'est Strasbourg. Et très prochainement, Marseille et Paris vont faire la même chose. Et puis... 90 États. Alors ensuite, donc maintenant, le problème c'était l'étape suivante, c'est-à-dire d'aller à l'ONU. Donc j'avais vu le président de la République sur ce sujet au mois de janvier, enfin janvier ou février, et lui souhaitait utiliser la date du 22 avril, donc la signature de l'accord de Paris, pour très solennellement remettre la déclaration. La ministre de l'écologie y était totalement opposée, donc ça ne s'est pas fait. Et donc je suis allée à New York pour... c'était bien, hein, c'était un beau voyage, un peu fatigant, mais enfin c'était bien. Enfin ça ne servait absolument à rien du tout. Sauf que ça a été fait juste après. C'est-à-dire que le président de la République a le 29, je crois, le 27 ou 29 avril, saisi officiellement Ban Ki-moon de la déclaration universelle pour qu'elle puisse être discutée et débattue au sein de l'ONU. Donc ça y est, c'est fait. Ensuite, il y a toute la préparation de la COP 22.
Et je suis en train de... Je vais partir au Maroc, enfin, nous allons au Maroc dans 15 jours pour 2 colloques et un certain nombre de rencontres pour essayer de mettre à l'agenda de la COP22 la déclaration. De manière à avoir en quelque sorte de fer au feu, via la COP22 et donc essayer de faire adopter par les États dans le cadre de la COP la déclaration, et d'autre part de la pousser au niveau de l'ONU parce que c'est pas tout à fait, c'est pas les mêmes instances, c'est pas exactement la même chose. Voilà, alors ce texte-là, alors elle est traduite, non seulement elle est traduite dans toutes les langues de l'Union européenne, puisque je l'ai présentée également au Conseil économique et social européen. Elle est traduite en chinois, en russe, en arabe, en anglais, en allemand, bien sûr, parce que c'est la langue de l'Europe. Et il y a un site internet où elle est disponible dans toutes les langues. Et donc, on en est là. Alors, je pense que ce texte ne sera pas le texte définitif, hein, bien sûr, qui sera changé, amodié, amélioré. Enfin, c'est une base dont je pense qu'elle peut quand même ramener beaucoup de soutien et dont quand même la France peut s'en enorgueillir d'en être à l'origine, ce qui est bien dans notre tradition. Voilà, merci. Merci. Les droits de l'humanité et les droits de la nature, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme et la nature, c'est un couple infernal qui est devenu infernal, mais qui ne l'a pas toujours été. Et aujourd'hui, vous travaillez, et je crois que l'on veut s'en réjouir, vous travaillez à la réconciliation de la nature et de l'homme. C'est un magnifique projet auquel beaucoup d'entre nous ne peuvent qu'adhérer. Cela étant, maintenant c'est vous tous qui avez la parole. Je vais passer la première question, mais il va en profiter lâchement, mais honnêtement, pour dire 2 mots du Conseil du Cercle National du Coaching. Bertrand représente nos amis d'Apprentives et Michel Fossard représente la Fédération des TPE, qui ce soir, son président, on lui dit 1000 choses, mais on se réjouit que tu sois avec nous. Voilà. Tant pis pour lui. Enfin non, ça lui dira. Thierry. Merci. J'en profite, je fais le tour de table. D'accord. Voilà. Merci Bernard, merci Madame Lepage, merci Christian Hublot. Avant de parler, de dire quelques mots, en effet, lâchement sur le Cercle National du Coaching, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Christian, suite à l'intervention et cette proposition forte de la France véhiculée par Madame Lepage et Christian Hublot. Je dirais qu'aujourd'hui, on reprend en quelque sorte un dossier qu'on a laissé en suspens, c'est mon point de vue, au moment de la Renaissance, où le cap qui a été pris après la Renaissance, où on était justement dans cette vision d'allier l'homme et la nature, avec ces grands humanistes et philosophes luminaires qui ont succédé, je dirais que là, on a pris un chemin avec la révolution industrielle qui a été la technique, le progrès par la technique. Ça me semble vraiment indispensable qu'on se saisisse en effet de la COP21 et de ce dossier qui a été ouvert au moment de Kyoto pour dire aujourd'hui il y a autre chose que la technique. Il y a l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est une question que je pose à Corinne Lepage, à Christian Hublot. Qu'est-ce que nous allons faire de cette intelligence collective? Pour aller où? Dans quelle direction? Pour l'homme, citoyen, mais aussi pour l'entreprise qui doit se repenser. Il y a bien sûr de nouvelles niches, mais l'entreprise se repenser dans une vision différentes, prenant en compte l'humain, mais aussi la société, parce que là, l'entreprise, pour le coup, avec le développement durable, est en lien avec la société. Et les salariés,
On a parlé longtemps du bien-être au travail, de la responsabilité sociétale des entreprises, mais là c'est une chance inouïe qu'on a, au travers de ces nouveaux droits, de faire d'une pierre deux coups et de repenser également l'entreprise. Donc c'est cette question que je poserai, quel avenir? Et si j'ai à cœur cela, et au Cercle national du coaching, il y a des représentants ce soir, que je préside, c'est un think tank que je préside depuis 2011, qui est né au Conservatoire national des arts et métiers, pas très loin d'ici, en 2002, et qui justement considère que l'accompagnement de l'organisation aujourd'hui de l'entreprise, elle doit se faire sur la question justement de savoir gérer ces risques. Et là, on est sur un risque pas seulement humain, pas seulement économique, pas seulement sociétal, hein, c'est un risque global pour l'entreprise. Et le gérer, ce risque, c'est justement travailler de concert avec les politiques, pour le coup, mais aussi avec les citoyens. Et comment les citoyens vont s'emparer de ce sujet, parce qu'au total, c'est les citoyens qui vont dire oui ou non par rapport à ce projet. Aujourd'hui, ils portent, ils ont envie comment ils peuvent être intégrés à ce projet. Voilà, c'est la question que je souhaite poser et que le Cercle national du coaching souhaite aussi poser. On va faire un appel. Alors, je pense que la question de la technologie, je pense que la question de la technologie est effectivement une question tout à fait centrale. Il y a un auteur un peu oublié, pas par tout le monde, qui a écrit des choses absolument remarquables, c'est Jacques Ellul, sur ce sujet, il y a déjà 50, 60 ans, 70 ans. Je pense que ce qu'il a écrit n'a pas pris une ride, et que, effectivement, quelque part, ce qui nous arrive, c'est que nous sommes victimes d'une certaine forme de succès. D'une certaine forme de succès. Mais ayant cru que la technologie réglerait tout, on s'est trompé. La technologie ne règle pas tout. Et elle ne peut pas tout régler. Et ceci étant, on est à un siècle de vraiment de rupture technologique considérable, majeure. Alors, la révolution informatique en est évidemment une, mais ce n'est pas la seule. Il y en a dans quantité de domaines. Et la grande difficulté qu'on a, me semble-t-il, pour répondre à une question sur l'intelligence collective, c'est de penser. C'est-à-dire que ces ruptures, ces innovations de rupture sont conçues très souvent, le plus souvent, par des entreprises qui voient une source de marché considérable, elles ont raison, mais qui ne peuvent pas toujours voir toutes les conséquences que ça aura. Quand Zuckerberg a pensé dans son garage, ou Steve Jobs, ou Elon Musk, les inventions qui sont les leurs, je ne pense pas qu'ils imaginaient les conséquences sociales, sociétales que tout cela aurait. Donc c'est pas pensé au départ, et si c'est pensé, de toute façon, c'est pas forcément pensé dans un sens collectif, c'est pensé dans un sens celui de l'intérêt, d'abord de l'intérêt de la technologie en elle-même et de l'intérêt économique qu'on peut tirer de la technologie. Et donc nous sommes confrontés à cette succession d'innovations de rupture qui ne sont pas pensées chacune d'elles, et a fortiori beaucoup moins pensées entre elles. Elles ne sont déjà pas pensées pour chacune. Alors imaginons la manière dont ça peut être pensé entre soi, enfin entre elles. Donc on a à faire face à l'humanité, à faire face à des défis absolument colossaux, avec certes des outils, parce que la technologie en apporte, effectivement les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous offrent des possibilités que nous n'imaginons pas, mais dans le même temps, on est privé
sur le plan, je dirais, de la tradition humaniste, de base extrêmement importante, notamment dans les jeunes générations, dont il faut se rendre compte qu'ils ne pensent plus du tout comme nous. C'est très intéressant de discuter avec des très jeunes, avec des digital natives, comme on les appelle, mais c'est pas seulement qu'ils sont nés avec un clavier dans les mains, c'est qu'ils voient le monde de manière complètement différente. Alors, vous allez me dire, toutes les générations ont vu le monde différemment de celle de leurs parents, oui, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, parce que là, on est sorti, on a changé d'imaginaire. Et ça, c'est très différent. Voilà. Donc, c'est pas une vraie réponse, hein, que je dis. Non, laissez, ça va se ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur. C'est pas... qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on est capable de répondre à ce défi-là? Combien de catastrophes on va devoir s'enfiler avant de réagir? Je ne sais pas. Comment on va faire face à une croissance des inégalités qui est absolument insupportable? Comment est-ce qu'on va faire face au problème des réfugiés? J'en sais rien. Mais on l'a sur les bras. Juste vous donner un chiffre. Nous avons perdu, quand je dis nous, c'est l'humanité, 1,2 milliard d'hectares du fait de la désertification au cours des 30 dernières années. 1,2 milliard d'hectares. Le Tchad, où il se passe quand même une bricole, est passé d'une superficie de 20 000 km² à une superficie de 1800 km². C'est-à-dire que tout l'équilibre écologique du coin a été bouleversé. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pluie. Les agriculteurs sont descendus sur les bords du riz du Tchad, du lac Tchad. Ils ont trouvé des pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher des poissons. Et en plus avec des religions différentes, des agriculteurs et des pêcheurs. Votre avis, il se passe quoi? Pas de dessin. C'est à ça qu'on va assister. Je veux dire, le changement climatique, c'est aussi ça. Alors, comment on va répondre? Honnêtement, je ne sais pas. Ce sont des bouleversements absolument énormes. Avec d'autant plus de la géopolitique et de la géostratégie, si je peux me permettre de prendre la parole, qui empêche d'avancer, parce qu'on voit bien le jeu par rapport au pétrole, contre les Américains sur le gaz de schiste, etc. Donc c'est un beau défi en tout cas, parce que si on doit relancer l'humanité, c'est par ce type de projet de défi. Oui, il y a quelque chose moi, qui m'inquiète encore beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle la révolution transhumaniste. Oui. Parce que là, il y a de l'argent qui est mis, d'après ce que je peux lire, pour vraiment transformer, déshumaniser l'humanité. Hein. Alors, je dirais les problèmes instantanés importants qu'on vient d'évoquer, si véritablement ces tendances s'affirment, alors là, c'est de la rigolade. Hein, on y a pensé, il y a un paragraphe. Je pense justement qu'une charte de cette nature, ça permet d'être en alerte par rapport à... Nous avons écrit « Les générations présentes ont le devoir d'orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation de la santé de l'espèce humaine et des autres espèces. À cette fin, elles doivent en particulier assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité. » C'est tout à fait ça, c'est une réponse. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas préoccupés uniquement du climat. Alors, qu'est-ce qu'on va penser en fait de l'État français qui finalement à l'origine de cette charte, qui autorise par la loi d'une de ces entreprises EDF à l'exclusion Qu'est-ce qu'on va penser de On nage dans la pleine hypocrisie, à nouveau. Pour que ça soit un peu plus avant, parce que ça en fait un peu plus. Vous parlez du marché avec les Américains. Oui. Là, il faut savoir que
le gaz qui est fourni par les Américains, c'est pas uniquement du gaz de schiste, c'est un mélange. Tout est remis dans le même tuyau à la fin. Le gaz naturel, le gaz de schiste, la biomasse. Alors, c'est une ressource d'énergie. Alors, ça dépasse un peu le problème, mais n'empêche qu'il ne faut pas non plus croire que si on arrête le marché, on résout le problème, quoi. Tout à l'heure, si vous avez des interventions, vous êtes bienvenus. Ah bon? Ah oui, ah oui. Très étrange de voir combien en France on a du mal à écouter ce que disent les autres. Sans vouloir jouer à l'ancien combattant, quoique, je me rappelle que en 1984, pour être très précis, le 21 janvier, nous avons introduit le Macintosh. On peut en parler. Et à l'époque, il y avait un garçon qui avait créé le mythe de l'ordinateur construit dans un garage. En réalité, le garage lui servait à entreposer les ordinateurs, pas à les construire, bien évidemment. Mais Régis McKenna avait eu cette idée sublime d'inventer le garage de Steve Jobs. Et Steve Jobs avait dit, et je peux en témoigner, à l'époque, chaque foyer aura un ordinateur. C'est ce que je veux donner aux hommes. Chaque foyer aura un ordinateur. Ici, à Paris, je me rappelle fort bien du débat. Alors que tout le monde se précipitait pour acheter du Macintosh avec 6 mois de retard parce qu'on avait eu une rupture de stock, je me rappelle très bien de certains journalistes, et vous parliez de Luc Ferry, moi aussi j'ai pas peur, mais je me rappelle d'un BHL, entre autres, qui à l'époque parlait de déshumanisation, que c'était de la folie, qu'on ne verrait jamais ça, que jamais l'ordinateur ne pénétrerait le foyer français, le sacro-saint foyer français. Et aujourd'hui, non seulement il a pénétré le foyer, mais il a pénétré nos poches. La réalité, elle est là. Et en même temps, 20 ans plus tard, et là je pense que Corinne Lepage va me soutenir dans ce débat, 20 ans plus tard, les universités américaines se sont mis en lien à travers Internet pour créer le Green Business. Et lorsque le Quai d'Orsay a été mis au courant et savait pertinemment ce qui se passait, nous avons refusé les investissements aux universités françaises pour se mettre en ligne sur Internet. C'est la réalité. Et aujourd'hui, tout est dans tout. Certains comprendront, mais tout est dans tout. Il se trouve qu'aujourd'hui, le débat rejaillit et que, bien évidemment, si le génie français, représenté par Corinne et Christian, si le génie français n'est pas là pour remettre, et là je retrouve mon langage FCC, pour remettre de la culture, pour remettre de l'intelligence, pour remettre du sens humain à ce qui est en train de se passer, il est évident, et Pierre Godin, qui a été le délégué général des arts et métiers, des ingénieurs des arts et métiers, connaît parfaitement le sujet, évidemment, eh bien, il est évident que la technologie va nous échapper, que les drames africains et autres vont se démultiplier, que ce n'est pas 1 million de réfugiés, ça sera bien plus. Ça sera bien plus. On peut ajouter le milliard, parce que ça sera ça la réalité, et qu'aujourd'hui, le vouloir le nier, c'est exactement comme en 1984,
nier l'arrivée de l'informatique dans le foyer. La ligne est continue. Et je crois qu'il est important d'aider Corinne Lepage, Christian Hulot, de les aider à propager le travail qu'ils sont en train de faire. Nous nous y employons, et moi je vous engage à vous y employer, mais avec de la force, de la beauté et de la sagesse. Suite à une réunion avec le service des renseignements, on s'aperçoit que les données, c'est le pétrole du futur. Ouais. Et que donc les Google, Facebook, Twitter et autres collectionnent des données de plus en plus personnelles, et que le droit américain, c'est la liberté totale, et le droit français, et je dirais européen, essaye de limiter un peu, comme il peut, un peu la vie privée. Alors comment voyez-vous l'évolution et ce conflit entre le droit européen, je veux dire, et le droit américain hyper libéral? Est-ce que le juriste, l'avocat juriste, pense que c'est conciliable? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un débat extrêmement chaud il y a 3 ou 4 ans au Parlement européen à propos, c'est pas tout à fait ce sujet, mais enfin c'est voisin, de l'échange des données, le fameux échange des données pour les voyages aériens. Il y a 4 ans. Qui a fini par être accepté. Oui, mais nous l'avions retoqué, et essentiellement parce que les Américains considéraient que c'était sens unique. Ah oui, il y avait 2 problèmes. Il y avait déjà le problème effectivement de la vie privée, et deuxièmement le problème de la réciprocité. C'est-à-dire que nous, on leur donnait nos données, mais surtout ils ne nous donnaient pas les leurs. Donc ça va bien. C'est TAFTA, hein, c'est exactement. Ah ben c'est TAFTA, ça n'a pas changé. Et donc on s'y était opposé. Et là il y a eu une telle pression que effectivement on a cédé, mais c'est les mêmes conditions. Hein. On prend mais on donne rien. On prend, ils prennent mais ils ne donnent pas. Donc déjà il y a cet aspect-là des choses. Deuxièmement, vous avez totalement raison, la question du big data, parce que c'est ce sujet-là dont vous parlez, est une question absolument majeure et que nous attrapons avec beaucoup de retard. Nous sommes quelques-uns à penser qu'il faudrait au moins à minima qu'on ait un système européen. Sauf que on attend. Et plus on l'attend, et moins on aura. Parce que c'est de plus en plus tard. Donc on peut pleurer à propos des GAFA. Non merci monsieur. Des GAFA. Mais c'est terrible parce qu'on sait très bien que l'avenir du commerce passe par là. Par l'adaptation des entreprises à la demande des consommateurs connus par les données. Et pas seulement, quand on sait par exemple sur le plan de la santé, qu'aujourd'hui, le plus grand investisseur dans le domaine de la santé, c'est Google. Et de loin. Entre autres, il finance la recherche. Oui, et pas seulement. Pas seulement. Et vous voyez par exemple, autre sujet, bon ça c'est la santé, mais les voitures c'est pareil. Oui. Aujourd'hui, Google car n'a pas trop fonctionné le premier, mais l'idée de Google c'est de dire que dans l'avenir, une voiture, ça n'a aucun intérêt, ce qui est intéressant c'est l'informatique à bord. Et donc on aura une caisse lambda, où tout le monde se fichera éperdument. Mais ce qui fera la différence, c'est l'importance de l'embarquement à l'informatique, si je puis dire. Et quand on va aujourd'hui, quand on commence à réfléchir sur la voiture sans chauffeur, parce que dans 10 ans, c'est ce qu'on aura tous, hein, probablement,
ils sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans la voiture quand on n'aura plus besoin de la conduire. Ah oui. Ça fait Paris-Toulouse, c'est 7 heures. Et ils financent des projets de programmes Voilà. audiovisuels. Donc il va y avoir, on va vous proposer, et le prix de la voiture, ce sera plus, encore une fois, la qualité, la puissance, tout le monde s'en fout. Parce que de toute façon, les routes seront balisées, sera limité à 110 ou à 90 ou à 70, j'en sais rien. Et toutes les voitures, de toute façon, elles seront faites pour tourner ça. Donc c'est pas la peine d'avoir un machin qui fait du 400 à l'heure si vous pouvez faire 75. Donc c'est plus là-dessus que ça se passe, mais par contre, ça se passera sur le confort intérieur et... On regardera le paysage revitalisé. Voilà. Non, non, mais Faut le mettre comme objectif. Sur la question qui était posée sur la différence entre le droit américain et le droit le droit américain qui permet tout ça. Il y a quand même deux choses à dire. Je vais mettre debout, comme ça sera plus facile. Première chose, c'est que je n'ai pas vu le résultat final du bras de fer entre Google et le gouvernement fédéral qui voulait avoir un certain nombre de données de Google pour des questions criminelles. Je crois que Google est obligé de céder. Et vous avez aux États-Unis, nous on l'a expérimenté, enfin c'est dans un autre domaine, le grand succès de l'affaire Avocadis, ça n'a pas été de faire condamner pour les Bretons et l'État français qui ont présenté aux États-Unis la société Standard Oil pour la pollution pour payer des dollars. C'était surtout le fait que le juge américain a décidé de reconnaître la maison mère responsable des actes de ses filiales. Et cette question-là a été une révolution aux États-Unis. On ne l'a pas adoptée en France, on appelle les pavillons de complaisance, ou même encore les sociétés qui voulaient mères pour leurs filiales, etc. Aux États-Unis, ça fait jurisprudence. Et donc ça explique effectivement qu'il y a eu des développements sur le droit de l'environnement, sur les organisations, etc. Vous voyez bien d'ailleurs que dans l'affaire de la plateforme, le BP, Deepwater, etc., c'est les grandes sociétés qui sont dedans. Hein, au point de vue d'ailleurs dommage écologique, on est passé dans l'Exxon Valdez en 89, ça fait 4 milliards de dollars. Nous, on a réussi à ramener à la République française de 120 millions. Mais on n'avait pas de jury à cause de ça. On n'a pas de jury, donc c'est le jury qui fait les dommages intérêts. Mais dans l'affaire de Deepwater Horizon, ils en sont à 40 milliards de dollars. Je veux dire par là que souvent, aux États-Unis, ce qui régule, c'est le juge. La décision la plus intéressante qui a été rendue par la Cour suprême ces derniers temps, sauf qu'ils ont foutu en l'air le programme d'Obama, hein, il y a une décision du 20 février 2016, la Cour suprême... Non, sur le climat. Sur le climat, mais il y a une décision de 2007 de la Cour suprême des États-Unis qui dit que n'importe quel citoyen, association ou État peut se plaindre du fait que l'État américain ne prend pas des décisions suffisamment fortes pour diminuer le risque du réchauffement climatique. Donc, vous avez, c'est un État qui est très ouvert, qui est très riche, mais vous avez un pouvoir des juges aussi qui est quand même relativement important, et on voit très bien la bagarre qui a actuellement lieu pour remplacer la Cour suprême. C'est un pays d'état de droit un peu sauvage, mais quand les juges sont passés par là, c'est quand même quelque chose qui est très compensatoire. Ils sont libres par rapport à nous, mais à l'intérieur, ça veut dire que les associations, il y a une sacrée pression. Si on n'a pas d'avocat dans sa société, on est foutu. Par contre, pour l'Erika, il y a quand même eu une responsabilité totale. Oui, mais grâce on s'est inspiré quand même du droit. Non, c'est une invention. Non, c'est une invention qui a été faite par le Code pénal en 1994. On a été consulté à cette époque, c'était la réforme Badinter qui sortait à peu près. L'idée d'avoir la responsabilité des personnes morales et non pas des personnes physiques en matière de pollution. Et une loi Perben qui l'a généralisée pour l'ensemble des délits environnementaux prévus par le Code de l'environnement, ce qui fait que vous n'avez pas simplement l'ancien directeur qui était en fonction, vous avez toute la personne morale. Et c'est ça dont on a profité. La réforme de 1994 a été faite exprès. D'ailleurs, je me souviens, on avait discuté avec le ministère de la Justice, ils avaient dit oui, mais pour arriver à poursuivre les grandes sociétés, on est obligé de dépenser de l'argent. C'est vrai qu'on en a dépensé beaucoup pour aller aux États-Unis. Et donc ce serait beaucoup plus simple de condamner la personne morale. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est venu pour deux raisons, pour l'environnement et pour la drogue. C'est-à-dire que le gouvernement français voulait pouvoir poursuivre les sociétés qui faisaient les montages.
Et donc, c'est ça dont on a bénéficié, mais ça devient incontestablement du mouvement de jurisprudence qu'on a créé aux États-Unis. Ça, c'est clair. D'autant plus que le juge était... Oui, il est nommé le juge fédéral, le local. Le juge de base, Il est élu, mais le juge fédéral est nommé par le président et les deux chambres. oui. C'est un personnage, ils sont 80. Un juge fédéral, c'est 80 assistants. Enfin, il y a peut-être des questions. Question. J'avais une question, si vous permettez. Ah ben, tu en avais deux. Non, mais celui-là. Ce que je constate quand même, c'est que je suis effectivement, je suis bien convaincu. J'adhère à ce que vous avez dit, que c'est un problème géostratégique, c'est un problème enjeu mondial, c'est quasiment un projet humaniste mondial, je dirais. Voilà. C'est clairement ça le but de cette affaire. Sauf que la perception du citoyen lambda n'est quand même pas ça. Donc c'est tout le problème. Et là, comment faire en sorte que la perception du citoyen lambda soit à ce niveau-là? Effectivement, j'ai vu dans votre première, en lisant très bien le texte, j'ai vu le devoir numéro 15, effectivement, je pense que c'est un des clés, c'est les États et les autres sujets, acteurs publics et privés ont le devoir d'intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci, ainsi que les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, doivent faire l'objet d'actions d'enseignement, d'éducation et de mise en œuvre. Je dirais que chacun va me dire sa force, mais en tout cas, c'est ça qui me fait interpeller un peu dans le texte. Alors, pardonnez-moi, mais je ne partage pas tout à fait votre point de vue. C'est vrai que pour beaucoup de gens, et on peut tout à fait le comprendre, on ne pense pas après l'humain quand on n'arrive pas à savoir comment on se nourrit demain matin. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, effectivement, dans beaucoup de pays, dont le nôtre, des considérations qui sont liées à l'emploi immédiat, aux difficultés du quotidien, l'emportent sur tout le reste. Ceci étant, quand vous interrogez, et ça a été fait au moment de la COP21, il y a eu une opération très intéressante qui a été menée par la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public a organisé à l'échelle planétaire une conférence de consensus. Alors, une conférence de consensus, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet d'essayer d'avoir une opinion éclairée de l'opinion publique. Ça marche de la manière suivante. On désigne un panel d'une vingtaine de citoyens, ou 50%, peu importe. Là, il y en avait, c'était des panels de 100 par pays, donc avec toutes les histoires socio, professionnelles, géographiques, hommes-femmes, âge, tout ce que vous voudrez. Et on assure 2 week-ends de formation aux gens. C'est-à-dire qu'ils ont 2 week-ends où on leur apprend le sujet. On fait venir des experts que les organisations choisissent, et puis dans la deuxième partie, que les gens eux-mêmes choisissent. Et donc ils peuvent leur poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils ont d'abord de la formation, ensuite ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Donc au bout de 2 week-ends, on a des gens qui sont un peu le niveau du dessus du café du commerce. Parce que ils ont appris des choses, on leur a expliqué. C'est des cours particuliers, quoi, on leur explique vraiment les choses. Et ensuite, donc, quand ça a été terminé, cette affaire-là, on leur a posé à tous les panels de l'humanité, donc il y avait 90 pays. Donc c'est quasiment un pays sur deux qui a fait ça. Et les plus pauvres comme les plus riches. Bah oui, bien sûr. L'Afghanistan comme... Bien sûr, c'était un panel choisi dans les pays... c'était la même chose, hein, les pays les plus pauvres, les pays les plus riches, les plus petits, les plus grands, les îles, les pas îles, etc. Et donc on leur a posé à tous la même question. Sur est-ce que c'est un sujet important, est-ce que vous estimez que votre pays en fait suffisamment, est-ce que vous estimez qu'il devrait en faire plus, est-ce que... Enfin, toutes ces questions. Et ce qui est absolument passionnant, c'est les réponses. C'est-à-dire que les réponses, c'est de l'ordre de plus de 80%.
des gens Considéré comme une interrogés, priorité. on considérait que c'était une priorité absolue. Plus de Alors qu'ils sont dans la 80%. faim, dans la soif. Et Alors c'est des gens vraiment de pays très pauvres. Ensuite, vous en avez un peu moins, l'ordre de 70%, qui considèrent que leur pays n'en fait pas assez. Mais vous allez sur Internet, vous cherchez la Commission nationale du débat public, vous faites Commission nationale du débat public et climat, et vous allez tomber sur ce truc-là. C'était vraiment tout à fait intéressant. Et vous pouvez comparer ça au même travail. Non, moi j'en veux pas, merci monsieur. Au même travail qui avait été fait en 2007 avant Copenhague. Vous avez fait la même chose. Et donc c'est très intéressant de voir l'évolution. Et l'évolution, elle est incontestablement vers la prise de conscience. Donc, à mon sens, le problème majeur, c'est de donner aux gens les moyens de faire. Même des choses simples et des choses modestes. Mais de pouvoir les faire. Si le sujet apparaît comme étant dans les limbes, dépendant uniquement des États ou des très grandes entreprises, ou demandant un argent fou, ou demandant un effort considérable, ça ne peut pas marcher. Si en revanche, vous mettez à la disposition des gens des outils simples, notamment par exemple dans le domaine agricole, on voit des choses très contradictoires, parce qu'on voit à la fois tous le débat qu'on a autour des néocotinoïdes, de sujets de pesticides, de trucs comme ça, où on n'arrive pas à s'en sortir, on peut dire que c'est cancérigène, tout le monde s'en fout, on continue. Mais dans le même temps, vous avez un développement massif de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agriculture bio en ville, de choses absolument extraordinaires, y compris dans des zones quasi désertiques. Vous avez des expériences qui sont faites en Afrique de permaculture, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ils sont arrivés avec, en arrivant à planter quelques arbres qui permettent de faire de l'ombre, avoir des cultures dessous avec très peu d'eau. Et sur des petites surfaces, on arrive à nourrir énormément de gens. Donc vous avez d'un côté ce mouvement de désertification considérable. Vous avez des cultures absurdes, genre le haricot au Kenya, qui bouffe toute l'eau et qui a tué complètement l'agriculture ouvrière, que ceux qui veulent de chez nous puissent bouffer des haricots au mois de décembre alors que ce n'est pas la saison. Une aberration absolue. Et puis, dans le même temps, vous avez des expériences très intéressantes et qui marchent très très bien, qui se multiplient. Il y a les deux. Mais il y a eu autre chose aussi. Il y a peut-être des questions. Tu as des questions? Question Non. sur Armachon. Ah bah oui, le poète de l'industrie. C'est le représentant de la table. Tout d'abord, un grand merci à vos travaux, à la question. Ça me fait énormément plaisir que vous incarniez justement une dimension humaniste. J'aurai le plaisir de communiquer la Déclaration universelle dans mes réseaux, LinkedIn, sur mon site internet. Parce que cela, je pense, est une portée historique. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est la première fois qu'enfin on parle de l'humanité, de ses droits, de ses devoirs. Il m'empêche que je suis très pessimiste, parce que jusqu'à maintenant, on a déjà eu beaucoup de mal à négocier des droits sur les problèmes du climat, alors que l'air n'appartient à personne. Là, on va attaquer le problème de la propriété privée ou d'État, des mines, des endroits où on exploite les matières premières qui sont en dépression. Et c'est là où je ne vois pas comment on va y arriver. Voilà. Automatiquement, on va entrer dans des cycles de guerre pour imposer des nouvelles normes si on veut vraiment sauver l'humanité dans son ensemble.
Alors, moi je pense que, comme vous, on va aller vers des conflits très lourds. Ça, je pense que malheureusement, c'est quasi inévitable. Parce qu'on va tout faire trop tard. Mais dans le même temps, il faut essayer. Et je dirais que l'avantage de la déclaration, c'est que c'est du droit mou. Ce serait du droit dur, on aurait zéro chance. En clair, zéro chance. Comme c'est du droit mou, on a peut-être une petite chance, ça passe. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'États s'achètent une conduite, comme ils l'ont fait avec l'accord de Paris. Parce que ça ne mange pas de pain, pour faire simple, puisque ce n'est pas contraignant. Sauf que, même non contraignant une déclaration, ça fait partie de la coutume internationale. Et à partir du moment où on le fait entrer dans la coutume internationale, à ce moment-là, ça peut être utilisé par les tribunaux. Et comme on voit de plus en plus d'actions citoyennes menées dans le monde entier, c'est un outil qui pourrait être utilisé pour mettre en cause un certain nombre de responsabilités. Donc, si vous voulez, ça n'aura pas d'effet direct tout de suite, mais on plante, pour reprendre l'expression de Christian Lyotet tout à l'heure, on plante un arbre pendant 20 ans. Et puis, je pense qu'il y aura une telle détérioration de la situation, on peut toujours penser que je suis pessimiste, hein. Enfin, cette affaire climatique, on voit quand même une telle accélération sous nos yeux. On peut dire on n'a pas la preuve absolue que oui, non, on n'a pas la preuve absolue que, mais enfin, très franchement, il faut être quand même aveugle pour se rendre compte qu'il y a des choses qui changent, et très rapidement. Et quand vous voyez les gens du GIEC, ils vous disent que ça va beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient imaginé. Je donne un exemple dont on a très très peu parlé, et moi qui m'a beaucoup marqué, c'est l'année dernière. Vous savez peut-être qu'il y a une dizaine d'années, un certain nombre d'experts ont commencé à dire mais il y a du méthane qui est stocké dans les zones glacées de la Sibérie. Ça s'appelle le permafrost. Exactement. Et si ce permafrost réchauffe, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait du relargage de ce méthane qui pourrait représenter jusqu'à 25 ou 30%, on ne sait pas très bien ce qu'il y a en réalité comme quantité, mais certains disent que ça pourrait être 25-30% de nos émissions anthropiques en plus naturellement. Et donc on voyait, donc ça c'est une hypothèse qui a commencé à poindre il y a une dizaine d'années, et puis il y a de plus en plus de gens qui en ont parlé, et puis on a commencé à constater qu'effectivement le permasol se réchauffait, que ce qui était glacé ne l'était plus. Mais les scientifiques pensaient que le relargage, c'est quelque chose qui pourrait peut-être intervenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis l'année dernière, on s'est rendu compte en Sibérie qu'il y avait des cratères très importants. Cratères qui pouvaient aller jusqu'à 5 ou 600 mètres de diamètre. C'est pas rien, quand même. Et donc certains ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces cratères? C'est quoi? Est-ce que par hasard, ce ne seraient pas des bulles de méthane qui ont explosé? Alors au début, on a dit on ne peut pas savoir parce qu'effectivement, personne n'est là avec son petit instrument de mesure quand il y a un cratère qui s'ouvre. Mais néanmoins, il y a des mesures qui ont été faites. Et effectivement, c'est du méthane. Ce qui semblerait signifier que le relargage du méthane a commencé. On ne l'imaginait pas avant 20 ans ou 25 ans. Dans le très grand nord, l'augmentation constatée de la température est déjà de plus de 2 degrés, soit 2 degrés 3 ou 2 degrés 4. Il a fait 0 au pôle Nord cette année. Bon. On n'a pas eu d'hiver cette année. Alors, il peut y avoir des variations, j'entends bien, d'une année à l'autre. Mais quand vous regardez les températures chaque année depuis 10 ans, c'est chaque année, au niveau planétaire, la plus chaude. Depuis 5 ans, on a des incendies dans le monde comme on n'en a jamais connu. Il y a 4 ans, c'est la Sibérie qui a cramé, l'Australie qui a cramé, les États-Unis qui ont cramé, Californie. Pourquoi est-ce que la Californie est en train de se transformer à une vitesse considérable? Parce qu'ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont pas eu d'eau pendant 5 campagnes de pluie.
Oui, l'Overdam à côté de Las Vegas, il s'est écoulé de, je ne sais pas, de 15 ou 20 mètres. Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Donc évidemment, ils sont en train d'accélérer leur transformation, mais ça n'a pas le choix. Donc on va faire la même chose, les autres. On va faire la même chose, à un moment donné, on ne va pas avoir le choix. Ce qui est quand même très énervant, c'est de savoir ce qui est en train de se passer, d'avoir les outils pour faire autrement, et de regarder passer le train. Mais est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur l'optimisme et le pessimisme? Parce que ce qui est intéressant, je vais me lever parce que je n'ai pas la voix très forte, mais ce qui est intéressant sur le pessimisme et l'optimisme, il y a un philosophe que nous aimons tous qui s'appelle Alain, qui a dit quelque chose de très juste. Il dit le pessimisme est de l'ordre du sentiment, l'optimisme est de l'ordre de la volonté. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui a fait basculer dans l'affaire de la COP21, effectivement, les nations et les puissants? Parce qu'on regarde toujours les nations et les puissants, il faut voir ce qui se passe par en dessous. Et en particulier, j'ai eu des discussions avec Nicolas Imbert, que tu connais bien, qui est le représentant de Green Cross. C'est une organisation qui est poursuivie par Gorbatchev et qui la lance. Pas poursuivi, il continue. Et il m'a expliqué qu'ils avaient réussi à investir, mais par expertise, la grande réassurance qui s'appelle Munich Re, et qui a déclaré publiquement « Si vous ne votez pas 2 degrés, je n'assure plus ». Ah, alors là, on est sur des limites. Et là, il y a des choses qui sont extrêmement... les gens, souvent, c'est comme ça, on assure plus, il faut vraiment qu'on soit à 2 degrés. Alors, il se passe aussi, que je vais évoquer quelque chose, le rôle de la société civile, il est considérable dans l'état actuel des choses. Corinne a parlé d'un certain nombre de procès, on peut aller dans le détail. Mais je vais vous raconter quelque chose qui nous est propre à tous les deux, qui est l'affaire de Tchernobyl, comment l'information est arrivée en France à Tchernobyl. J'ai été à cette époque-là, c'est 26 avril, on peut le fêter, ça fait 30 ans maintenant. 26 avril, j'ai été l'avocat de la ville de Rotterdam à cause des problèmes de pollution liés au potasse d'Alsace qui envoyait du sel dans le Rhin. Et ça embêtait les Hollandais parce que ça usait les tuyaux et puis ils étaient obligés d'épurer le sel, ils n'ont pas de nappe phréatique. Bon, bref, Corinne était l'avocat de l'État de la Sarre et j'étais en expertise pour découper des tuyaux, enfin, on assistait à découpage de tuyaux. Et à un moment donné, nos clients qui étaient le service des eaux sont arrivés avec des grands parapluies. Ils ont accueilli Corinne à l'aéroport qui nous rejoint, un grand parapluie. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tchernobyl, on téléphone en France, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il ne se passait rien. Donc je vais faire bref, comment dirais-je, nous rentrons en France et à ce moment-là, une dirigeante de procès à Mokokadis, dont on était en relation avec le secrétaire général du gouvernement, lui dit, écoutez, cher ami, nous on est là-bas, et votre professeur Pellerin, il dit rien du tout, etc., c'est pas admissible. Il dit, mais moi je crois que le professeur Pellerin, il dit, vous prenez vos responsabilités, je prends les miennes. Donc par conséquent, on a appelé Corinne Lalo, qui était à TF1, et rappelez-vous, le vendredi soir, elle était, comment dirais-je, avec une salade d'un côté, une salade de l'autre sur la frontière de la Sarre, la frontière de la Sarre. Pardon, on avait pris la précaution de donner les numéros de téléphone des services des eaux, d'avoir quelqu'un qui parlait français, pour que le journaliste puisse contrôler. Et bien, moi je racontais à mes étudiants que l'information sur le nucléaire en France est arrivée comme un voyageur à pied au XVIIIe siècle. Ça veut dire qu'il y a toujours des moments aussi où la société civile peut prendre sa responsabilité. Mais c'est une question de conscience. Je pense que c'est ça le fond de l'affaire. Je viens de rejeter un petit coup d'œil sur le... Je crois qu'il est en dessous de la chaîne. Le bouquin vient sortir, Hubert Védrine, c'est très intéressant. Il aborde cette problématique. Il dit pourquoi les gens sont, comment dirais-je, rétifs, notamment en France. Il n'y va pas par quatre chemins. Mais il dit, par exemple, en particulier, c'est à cause des Verts. Il n'a pas tort. Les Verts sont devenus des gens qui sont, comment dirais-je, complètement figés, qui ne relient pas les choses entre elles. L'intérêt de l'analyse de Corinne, c'est qu'elle relie, si j'ose dire, l'économie, le social, etc., et tout ça. Et donc, vous avez des postures, au point de vue de l'éducation, de la communication, sur lesquelles il faut vaincre, qu'on peut vaincre, par une nouvelle conscience de l'intérêt général. Et comment vient cette nouvelle conscience de l'intérêt général? Je réponds à votre question tout à l'heure. C'est la conscience de limite. Dans l'activité humaine, on a fait des progrès, on a compris qu'on est limité. Si on croit tout savoir, on ne sait rien. Et si on sait un peu de choses, on sait qu'on peut progresser, etc. Et c'est ça la grande leçon de la COP21. C'est vous avez l'humanité, vous avez des limites.
débrouillez-vous avec. Et les limites, ce qui est assez intéressant, la prise de conscience des limites, et je sais à qui je parle ici, d'ailleurs, au passage, c'est la prise de conscience d'un devoir. Et ce qu'on trouve dans la déclaration, c'est le sens du devoir, c'est-à-dire de l'intérêt commun. Donc il y a un joli retour qui se fait dans une dimension humaniste que l'on espère voir effectivement partagée assez longtemps, n'est-ce pas? Espérons. Espérons. C'est des choses collectives entre eux. C'est la somme des intelligents et aussi les rouages médiatiques qui doivent fonctionner. Il y avait une jolie question là-bas à gauche. Question, monsieur. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, présentez-vous. Ah, il est grand en plus. Présentez-vous, présentez-vous. Alors, je m'appelle Eliade Mignot, j'ai pu vous croiser toutes et tous depuis tout à l'heure. Déjà, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit sur un aspect pour moi qui est fondamental. Alors, moi, j'ai fait des études d'expertise comptable. Aujourd'hui, je suis formateur en prise de parole, donc j'essaie d'amener, on va dire, par mon biais, un peu plus de bien-être au travail. On en parlait, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je suis membre au Cercle national du coaching, parce que les valeurs qui sont partagées là-bas, justement, je pense, vont dans ce sens-là. Moi, j'appartiens à la génération Y. Vous pouvez voir, je pense que ça. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que j'entends, parce que moi, du coup, forcément, j'ai des amis, des gens avec qui on a partagé aussi ces problématiques écologiques, c'est que je pense qu'il y a eu une vraie problématique qui a été soulevée à un moment donné, qui s'est épuisée à cause de justement, et là je vais rebondir sur ce que vous avez dit, des groupuscules. Moi j'appelle ça des groupuscules parce que pour moi c'est pas des vraies idées de pensée sur du long terme, puisque ça ne prend pas tout en considération, notamment par exemple les Verts. Voilà. Ou d'autres mouvements qui sont assez, assez extrémistes dans peut-être leur façon de faire, c'est-à-dire qu'ils ne pensent que de façon unilatérale. Donc moi je vous remercie d'avoir exposé ça. Pourquoi? Parce que déjà ça me touche en tant qu'ancien futur expert comptable, je ne sais pas trop comment je pourrais dire ça, qui est attaché à la finance mine de rien, attaché à la comptabilité et attaché justement à ces problématiques économiques qu'on rencontre aujourd'hui, du coup ça a un vrai poids. Voilà. La RSE, moi je l'ai étudié quand j'étais justement en école de commerce, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi je ne l'avais pas vu uniquement comme relier les trois postures, hein, c'est-à-dire profit humain et nature, on va dire, écologie si on veut utiliser d'autres mots. Ce mot, ça va. C'est pas uniquement relier les trois entre elles et faire attention aux trois, mais pour moi c'était de l'interdépendance. Voilà. Moi je l'avais vraiment vu sur le côté interdépendance, c'est-à-dire comment faire pour que, en pensant au profit, par exemple en pensant à l'écologie, aux panneaux photovoltaïques, etc., en investissant là-dedans, on pouvait générer encore plus de profit. Donc là pour moi c'était encore plus intéressant en termes de questions. Voilà. Donc ça vous l'avez soulevé, et moi j'étais très attentif à ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui parlent d'écologie, il y a énormément de personnes qui veulent intervenir là-dessus en disant il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, c'est génial, mais nous en tant que génération Y, on vient d'arriver sur le marché du travail, donc j'ai 26 ans, okay, on vient d'arriver sur le marché du travail, donc il y a très peu de temps, hein, à peine 2 ans, 2-3 ans, et j'en ai encore d'autres qui ne sont pas encore dessus, parce que des longues études pour être assuré d'avoir un travail, etc. Et que ce qui nous touche nous aujourd'hui, c'est deux questions, c'est à la fois comment on va faire dans 30 ans, mais on n'y est pas, et comment on fait pour gagner de l'argent aujourd'hui. Parce que mine de rien, cette question-là, elle est fondamentale. On ne peut pas passer à côté. On a commencé nos études, moi quand j'ai commencé mes études, au début on est arrivé quand on allait pour prendre un prêt à la banque, et c'est une réalité, hein, pour payer des écoles de commerce à quand même 8 000 € l'année, on va passer à côté de ça, soit HEC aussi, etc., hein, tout ça, ça fonctionne de la même façon. Quand on arrivait à la banque et qu'ils nous disaient vous allez avoir un travail et vous allez voir, vous allez gagner, c'était parfois des 5 000 € par mois qu'on entendait, donc c'était assez drôle. Nous on y croyait, pas de souci, même si on faisait du marketing, alors qu'aujourd'hui c'est bouché. 5 ans plus tard, on nous dit vous n'allez pas avoir de travail, quasiment 1 an avant de sortir. Donc moi, pour moi, j'ai jamais vu ça comme une fatalité, pour moi il n'y en a jamais eu, parce qu'on a toujours moyen de trouver du travail, et il y aura toujours, si on se donne les moyens, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Ça, moi je le sais. Okay, en tout cas, j'en suis convaincu, c'est ma réalité. Donc moi ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est justement de relier ces deux aspects-là. C'est à la fois dans une problématique aujourd'hui qu'on a, hein, vraiment, en tant que génération Y, c'est-à-dire un peu d'insécurité, mine de rien, et en même temps, comment on prend conscience de tout ce qui va se passer peut-être dans, alors 30 ans c'est peut-être loin, hein, ça se trouve c'est même dans 10 ans, ou dans 15 ans dans ce que vous dites.
parce que moi j'en vois énormément des gens autour de moi qui sont un peu désintéressés de l'écologie. Malheureusement, moi c'est pas un de mes combats. Et c'est pour ça aussi que je suis venu ce soir, c'est parce que je voulais entendre un peu comment ça se passe. Voilà. Et vous êtes pour moi des professionnels, donc vous deux, vous êtes des professionnels vraiment attachés à ce sujet-là, et du coup ça m'intéressait de voir un peu plus que ce qu'on peut entendre par les médias et autres. Voilà. Donc pour moi ça a fait une vraie résonance, donc ça je voulais vraiment vous le dire. Et c'est une question qui est un petit peu pour moi, qui n'attend pas vraiment de réponse, peut-être c'est plus une réflexion. Ça serait à un moment donné comment justement on peut continuer ce chemin-là de lien intergénérationnel. Nadine et moi, qui est donc la mère Nadine Fezla, on travaille énormément sur l'intergénérationnel, nous, et on montre que ça marche. Et justement, comment on pourrait peut-être faire de l'écologie aussi un problème intergénérationnel et transmettre justement encore plus et davantage cette question-là. Voilà. Donc je sais qu'il y a eu des éléments de réponse, j'ai entendu quelques petites choses qui me plaisaient, mais je pense que ça doit être, si on veut que ça aille encore plus vite, et que justement nous on s'en charge, parce que ça va être à nous de le faire à un moment donné, ça va même être Génération Z, qui elles sont un peu plus dans la lune pour le moment, mais elles vont atterrir bientôt, okay, je les connais un petit peu, ça va être à nous forcément de l'idée, ça. Et du coup, je pense qu'il va falloir à un moment donné, à la fois donner ces problématiques-là, en parler, et à la fois vraiment nous donner la chance, nous, je pense, de faire partie de ce projet-là. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire. Je vous remercie encore. Merci. Merci pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a vraiment il n'y a pas une vraie réponse Oui, à votre question. Simplement 2-3 réactions. La première, je dirais que si tout ce qu'on a fait là a un sens, c'est celui-là. Vous avez un quatrième principe qui est celui de l'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire le fait qu'une génération n'a pas le droit de piquer à celle qui vient derrière, ce qui est nécessaire pour lui permettre de vivre. Ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier une génération, la présente au bénéfice de celle d'après. Mais c'est généralement pas comme ça que ça se passe, c'est dans l'autre sens. Donc je crois que cette démarche-là, elle est profondément tournée vers les jeunes, sinon elle n'a pas de sens. Première observation. Deuxième observation, c'est le fait que, enfin, pour beaucoup de gens de ma génération, puisque vous êtes entre mes enfants et mes petits-enfants, moi je me sens très responsable, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, de ce qu'on vous a fait. C'est-à-dire que je pense qu'on est la première génération à s'être franchement mal comportée, collectivement. Ce n'est pas le cas des générations antérieures. Les générations antérieures, elles ont eu un esprit d'investir pour les jeunes, de préserver pour les jeunes, nous pas du tout. Alors, je ne parle pas à titre individuel, hein. Chacun peut être un excellent père, une excellente mère, ce n'est pas le sujet. Mais disons d'une manière collective. On n'a pas pensé, on a vécu sur la bête, par les vulgaires, complètement. C'est-à-dire qu'on a été une génération qui a pensé qu'elle avait tout. Et c'est vrai qu'on est une génération qui a tout. Les jeunes occidentaux du baby-boom, c'est pas la même chose en Afrique ou en Asie, hein, mais les jeunes occidentaux du baby-boom ont tout eu. Et donc ils l'ont pris. Et maintenant, chez les gens de cette génération-là, quand on a un tout petit peu de conscience, on ne peut pas réparer le mal qu'on a fait, mais enfin on peut essayer de faire mieux. Et donc je pense qu'il y a un échange d'expérience extrêmement important à avoir. Parce qu'on ne peut pas continuer ça. Donc il faut que notre génération, qui maintenant part à la retraite quand même, pour l'essentiel, fasse tout ce qu'elle peut en activité ou après, parce qu'à la retraite il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, parce qu'il n'y a plus les mêmes considérations, donc on peut être beaucoup plus dans le collectif sans avoir de problème de revenus. Et en même temps, de réfléchir comment on ne répète pas les mêmes erreurs. Parce que ce qui est quand même un peu flippant, c'est la répétition.
C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'expérience est strictement pareille. Donc là, on a un vrai travail, à faire. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je comprends bien l'attitude de votre génération, même de celle d'après. Parce que il y a une forme de, finalement, comme vous savez que il y a des tas de choses qu'on a que vous n'aurez pas, commencer par les retraites, par exemple. Le système de retraite, bah, évidemment, pas raconter n'importe quoi, c'est pas viable. Il y aura peut-être une retraite par capitalisation entre-temps qui sera mise en place. Mais la retraite par répartition à 60 ans, c'est fini, terminé. Mais, bon, je pense cet exemple-là, mais il y a plein d'autres choses. Hein, le gaspillage que nous avons eu avec nos ressources, vous ne pourrez pas, parce que vous ne les aurez pas. Alors, donc comment est-ce qu'on fait ben oui, mais en fait c'est ça. Hein. Comment on fait pour trouver ensemble, pour essayer de trouver ensemble des solutions, de bénéficier de votre vision à vous, qui est quand même très différente de la nôtre, mais aussi de vous apporter ce que l'expérience permet de savoir. Voilà. Et ça, c'est pas facile à faire. Peut-être que ça évolue dans les techniques de la décision. De plus en plus, on va vers une forme de participation dans la décision. Moi, je pense, si vous voulez, que... enfin, ça, c'est un avis personnel. Hein, je pense qu'il y a déjà eu une rupture quand on est passé du livre à l'image. Bon. Et maintenant, on est passé de l'image à Internet. C'est encore une autre rupture. C'est-à-dire que le livre, vous pensez d'abord et vous avez le sentiment après. L'image, vous avez le sentiment tout de suite, la sensation, et vous pensez après. Quelquefois. C'est ça, non mais c'est ça. Et quand vous êtes sur le computer, alors là c'est encore une vision c'est encore quelque chose qui est complètement différent, parce que vous avez les deux qui sont en quelque sorte interconnectés. C'est une vision qui est complètement nouvelle. Et ça donne des représentations du monde qui n'ont rien à voir. Moi, c'est ma propre vision, ensuite on peut n'être pas d'accord avec ce que je viens de dire. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que j'explique ces immenses différences qu'il y a. Si je peux me permettre juste de réagir par rapport à ce que vous dites, je pense que ça soulève un point que moi j'ai l'habitude de faire en formation, parce que je dispense des formations autour de la communication professionnelle, et je travaille énormément sur les besoins qu'ont les gens. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire qu'une augmentation ou une prime ou autre, on croit que, vous savez, les avantages en nature ou autres sont la réponse à tout. Et c'est intéressant, enfin moi je me suis du coup beaucoup posé la question à travers des formations, à parler avec les gens, on parle aussi de question des coachs en formation, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on écoute beaucoup ce que les gens ont à dire, et on voit en fait qu'en entreprise, il y a énormément de conceptions, de valorisation différentes pour l'individu. Et moi ce que j'ai vu, et là c'est un témoignage personnel, c'est pas contre vous bien sûr, mais c'est de manière générale pour le paysage politique, que moi je connais un petit peu. Alors moi j'ai été engagé à un moment donné, je ne le suis plus aujourd'hui, pas que je sois dégoûté hein, du tout, mais à un moment donné, j'ai beaucoup vu cette problématique intergénérationnelle se baser uniquement sur on va essayer de parler leur langage aux jeunes, entre guillemets, hein, ça j'ai entendu depuis que j'ai 15 ans, alors qu'en fait, il faut essayer de parler sur les besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi là, c'est de mon point de vue bien sûr, hein, peut-être qu'il y a des efforts qui ont été faits, etc., et tant mieux, mais du coup, je pense que pour la problématique intergénérationnelle autour de l'écologie et justement cette chose-là, peut-être, hein. Donc ça peut être une réflexion, en tout cas c'est de mon point de vue, ça serait plus, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois, vous allez avoir cette responsabilité-là, en vous adressant à nous, forcément il va falloir, à un moment donné, ce que vous disiez, on n'a peut-être plus de marge d'erreur, donc forcément on va devoir le faire, et en même temps, il faut derrière peut-être donner des choses, justement par rapport à ces besoins-là, de considération, pour qu'on puisse se dire, on n'avance pas que d'un côté, on a aussi des choses qui sont intéressantes pour nous dans cette histoire-là. Ça, c'est, je ne parle pas au nom de toute la génération Y, bien sûr, parce que là, je ne me permettrai pas déjà, mais c'est des observations que j'ai pu avoir, des gens que j'ai pu croiser, et notamment par rapport aux politiques qui nous ont intéressés beaucoup, hein, puisque nous, en plus, on avait des parents politisés en école de commerce, donc c'était intéressant, mais parfois, il y a un peu juste des visions qui sont peut-être un petit peu discordantes, vous voyez.
Donc moi qui travaille énormément sur ces besoins-là en entreprise pour essayer justement de réconcilier les gens avec leur bien-être au travail, j'essaye au maximum, hein, c'est peut-être mon côté un peu social là-dessus, j'essaye de le faire en permanence. Je pense que ça du coup a amené cette réflexion-là sur les besoins de manière générale, plutôt parler en termes de besoins plutôt qu'en moyens de communication. Vous voyez, voilà. Donc ça après c'est une réflexion que je soulève, c'est pas du tout une réponse que j'attends. Moi je voulais vous rebondir sur ce qui a été, tout ce qui a été dit et savoir ce que vous pensez de l'économie collaborative et de sa collaboration, à sa contribution plutôt à justement l'intergénérationnel, le fait qu'on prenne en compte aussi toutes les problématiques écologiques, puisque finalement l'économie qui est purement business, clair, contribue a priori indirectement à l'écologie. Ce que vous en pensez, vous? Surtout qu'en France, ça fait un débat plus. Parce qu'il y a une société étrangère sur place. Vous pensez à Airbnb? Oui, à Airbnb, à Uberpop, et Blablacar a mis 3 ans avant de pouvoir faire sa boîte, c'est-à-dire avoir les financements pour aujourd'hui elle pèse de plus de 1 million d'euros. Et puis on a un rapport terrasse qui est intéressant sur l'économie collaborative, mais qui, moi, il y a un rapport un peu qui a déjà des ans de retard, dans mon sens. Hein. Alors bon, moi, il se trouve que j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que j'ai fait pour l'année dernière pour Ségolène Royal un rapport sur l'économie du nouveau monde. Ouais, j'ai lu. Bon, voilà, donc on en parle beaucoup puisqu'il y avait dans le groupe de travail, j'avais fait un groupe qui était très ouvert, il y avait notamment Mazella de Blablacar, et il y avait Benjamin Tink de WeShare, qui sont quand même 2 représentants de cette économie-là. Et par ailleurs, je suis assez investie dans l'économie sociale et solidaire parce que je suis administratrice du laboratoire de l'ESS. Donc c'est des choses que je... Si vous voulez, moi je suis persuadée que c'est cette économie-là qui va gagner. C'est pour ça que la bagarre contre Uberpop, les fabricants de diligence, ils n'ont pas gagné, hein, et ceux de bougies non plus. Bon, c'est la même chose. Donc on accompagne socialement une reconversion, c'est tout à fait nécessaire. Qu'on mette en place une fiscalité, parce que ça devient un sujet qui est extrêmement important. Si on passe uniquement dans une économie qui est une économie de partage, la question de la fiscalité va se poser très vite, parce qu'il va bien falloir que les gens participent au service commun, d'une manière ou d'une autre. Donc moi, ça ne me choque pas, et au contraire, je pense que ça fait partie du sujet. Et encore, on n'a rien vu, parce qu'on n'est pas encore au 3.0. Et quand on va être au 3.0, ça va être encore une autre affaire. 3.0, c'est-à-dire que vous ne passez plus par une plateforme. C'est directement, c'est du B2B, enfin, du peer-to-peer. Donc il n'y a plus de plateforme. Il n'y a plus de plateforme, et à ce moment-là, vous n'avez plus aucune chance d'attraper quelque fiscalité que ce soit. Donc ça, c'est des choses qui doivent être pensées, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qui est en train de se faire. Donc on se bat là. Enfin, pour moi, c'est des batailles contre des moulins à vent, cette affaire-là. Donc oui, je suis absolument convaincue que c'est vers ça qu'on va. Vous parliez des entreprises, moi je pense qu'on va vers des modèles d'entreprises libérées beaucoup plus que vers les modèles d'entreprises traditionnelles. Tout ça, c'est des évolutions qui m'apparaissent totalement évidentes. Ça permet beaucoup plus d'adaptation, mais ça pose la question de la fin du salariat, incontestablement. Je veux dire que les grands, les grandes bases sur lesquelles on s'est bâti, le salariat, la fiscalité fondée sur la génération de la valeur ajoutée, tout ça, c'est foutu, c'est fini. Il faut penser autrement. Alors, on fait comment? Ça, je n'ai pas forcément les réponses, mais ce sera probablement avec une partie de travail payée, avec une partie de travail non payée, avec effectivement beaucoup
beaucoup d'échanges et de services qui sont du troc amélioré, hein, quelque part. Moi, je crois que les choses vont dans cette direction-là. On va avoir une société beaucoup plus décentralisée, organisée différemment. On n'a pas encore inventé tout ça, mais c'est sur la table. Et je ne crois pas du tout que ce soit en ayant une attitude défensive par rapport à un modèle qui est en voie de distinction qu'on va gagner. Je pense au contraire qu'il faut investir dans le nouveau modèle et gérer les questions sociales et financières liées à la disparition de l'ancien. C'est pas forcément ce qu'on fait. Hein. Non, mais c'est pas ce qu'on fait en France. Enfin, moi, je sais qu'on se j'ai par rapport à pas une question politique, hein, parce que peu importe les questions politiques, pour moi, il y a même une réaction. C'est pareil. Ce changement-là. Mais ce que je constate, c'est qu'on est sur des combats d'arrière-garde, mais on est aussi dirigé par des gens qui viennent d'une structure, pas d'une génération, hein, mais d'une structure de pensée. Oui, d'une structure de pensée et d'une organisation sociale qui continue à s'accrocher, parce que c'est elle qui a le pouvoir encore aujourd'hui, mais qui est complètement à côté de la plaque. Ah, mais je suis 3000 fois d'accord avec vous, mais là c'est un autre débat. Oui, on ne peut pas le commencer. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que ça c'est complètement à côté de la plaque. Et moi je pense que beaucoup de nos malheurs viennent des marchés. Oui, dans le coaching, juste un petit commentaire, on a l'habitude de travailler en apportant du co-développement, c'est-à-dire voilà, tout le monde travaille et apporte quelque chose et l'expérience sert. Ce serait intéressant effectivement là d'être dans la coparticipation, c'est-à-dire cette génération que nous sommes, les plus âgés, coparticipant, co-construisant cet avenir avec la jeune génération, et après effectivement avec le lien qui doit se faire sur le champ politique, parce qu'il faut aussi que tout cela soit repris par les... Mais on est nous un pays quand même sacrément coincé. C'est sûr. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci mille fois d'avoir décoincé les esprits ce soir. Nous avons profité égoïstement de tout ce que vous nous avez apporté. Merci Corinne Lepage, merci Christian Huglot. Je crois qu'on peut leur dire merci. Quant à moi, outre ces remerciements ô combien mérités et amicaux, je voudrais vous donner rendez-vous dans la rentrée, au mois de septembre. Nous avons parlé de TAFTA. Eh bien oui, de fait, le prochain dîner sur TAFTA, l'incidence culturelle de TAFTA, car là, il y a un vrai débat, me semble-t-il, de savoir, et je peux vous le dire, le débat sera autour de TAFTA américain ou TAFTA occidental. Voilà le débat que je vous proposerai au mois de septembre. Entre-temps, je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci à nos amis. Merci. Ah bah oui, moi je pars en vacances demain. Merci à nos amis du Cercle National du Coaching, d'Apprenti et de la Fédération des TPE. Merci, bonne soirée. Merci.